Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Il y a quelques mois, nous avions abordé la saga Jurassic World, et je vous avais partagé mon mépris. Oui, voilà, c'est bien. Mon mépris pour les 3 suites à Jurassic Park. Dans cette vidéo, je faisais le constat suivant. Jurassic Park, exceptionnel. Le Monde Perdu, bon, mais moins que le premier. Jurassic Park 3, pas top, malgré... Jurassic World, nul à chier. Jurassic World Fallen Kingdom, vraiment pas bon, mais avec quelques intentions. Jurassic World, le monde d'après, l'un des pires films que j'ai vu de ma vie, une bouse nostalgique méprisable, qui concentre à peu près tout ce qui n'allait pas dans la production cinématographique de votre époque. Je vais pas développer davantage, hein, tout est dans la vidéo précédente, allez y jeter un œil, elle est cool. C'est donc en 2025 qu'Hollywood s'est dit qu'il était grand temps de faire de l'argent facile en relançant la licence avec un 7ème film. Cette fois-ci réalisé par un mec que j'apprécie plutôt, même si, on va le voir, c'est plus complexe que ça, Gareth Edwards. Mais avant d'aborder tout ça, cela fait quelque temps que nous sommes en collaboration avec le magazine Métal Hurlant, et je dois vous avouer que j'en suis ravi, car je ne pouvais pas rêver mieux comme partenariat. Vu la place qu'a eu ce magazine dans l'histoire de notre genre préféré, notre alliance est une évidence. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Métal Hurlant c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionnet, Dourier et Moebius. Sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF comme Alien, Blade Runner et d'autres n'auraient certainement même pas existé. La saga Mad Max elle-même a failli s'appeler Métal Hurlant, c'est pas rien. Et ce mois-ci je vous propose le numéro 15, un numéro spécial Les Mondes du Silence, qui fera, vous vous en doutez, la part belle aux profondeurs abyssales, des océans terrestres et d'ailleurs. Mais pas seulement, car ce sont les profondeurs au sens large qui seront explorées, en incluant celles insondables de l'esprit humain, comme moi, lorsque je me regarde dans la glace le matin, et que je pense aux innombrables regrets et remords qui parcourent mes 54 ans de vie. Bref, c'est un super numéro. Vous aurez droit à 300 pages de BD, d'histoires courtes, d'articles et d'interviews. Il y a tout ce qu'il faut pour les passionnés de SF et d'imaginaire que vous êtes. Et comme d'habitude, vous pouvez vous le procurer soit en l'achetant directement en kiosque et en librairie, soit, et c'est bien mieux, en vous abonnant via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Allez, faites-vous plaisir. Et maintenant, on retourne à votre émission. Bon, de quoi parle donc ce nouveau film, Jurassic World Renaissance? Cette fois-ci, et c'est une première, excite le parc, voire même presque toute mention directe aux anciens parcs, excite l'exploitation des dinosaures au niveau entertainment, je dirais. Après, faut pas déconner, on les a fait revenir, c'est pas pour rien en faire. Depuis quelques années, les lézards terribles sont de retour sur Terre et se sont réintégrés à l'environnement sur la bande équatoriale de notre planète. Le temps passant, ils n'intéressent plus grand monde. En gros, on leur fout la paix sur leurs îles. Mais c'était sans compter sur monsieur le stéréotype de mec qui bosse pour une grosse boîte pharmaceutique numéro 451 269 qui réunit une équipe pour aller chercher de l'ADN de dino qui, selon lui, pourrait guérir définitivement certaines maladies cardiaques. Et c'est parti! On a Zora la mercenaire, Duncan le capitaine de bateau, Henry le paléontologue, le seul paléontologue que je connaisse qui classe le mosasaure et le Quetzalcoatlus comme des dinosaures alors que... c'en est pas. Hein, à la limite, on pourrait utiliser le terme archosaure si on veut englober toutes ces créatures anciennes, mais je crois que le mosasaure n'en fait pas partie non plus. Bon, à vérifier. Bobby le mercenaire aussi, sauf que lui, il est con, et les personnages éliminables de circonstance pour pouvoir tuer des gens. Mais ce n'est pas tout, car le film va s'attarder sur une deuxième histoire. Celle d'une petite famille partie en transatlantique. On a papa, la petite sœur, la grande sœur et le mec de la grande sœur. Tout ce beau petit monde va, évidemment, se faire emmerder par notre bon vieux mosasaure et se retrouver embrigadé dans la quête de l'autre groupe. Au programme du grand classique, dino, action, aventure, vous connaissez la formule. Alors, est-ce qu'enfin ils ont réussi à faire un bon film, même sans avoir la maestria du tout premier? Ou bien, est-on encore une fois face à une horreur dont l'abyssale nullité mériterait à elle seule de justifier une fin similaire à l'humanité que celle de nos pauvres dindons gigantesques effacés par la météorite de Chicxulub? Selon l'une des théories admises en tout cas, puisque apparemment il y a eu beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu. Eh bien, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Oui. Car j'avoue que j'ai passé un meilleur moment devant ce film que devant les 3 Jurassic World précédents. Ce qui ne rend pas Renaissance très bon. Attention, ni même bon d'ailleurs, hein, car c'est vite fait correct, et souvent assez moyen. Mais le constat est là, c'est moins catastrophique. Je sais pas comment le dire autrement. Le film est plutôt bien rythmé, avec quelques scènes intenses, il y a des comédiens que j'aime beaucoup, comme Scarlett Johansson et Mahershala Ali. J'ai surtout apprécié cette ambiance qui s'installe par moments, et qui à mon sens fait davantage référence à la vision que proposait Le Monde Perdu. Alors, pas le film de Spielberg, non, mais le roman original d'Arthur Conan Doyle. Cette île qui semble avoir retrouvé son aspect originel, d'il y a plusieurs millions d'années. Cette sensation d'avoir réellement été envoyée au Triassique, Crétacé ou que sais-je. Ça se ressent vraiment dans certaines scènes, et certains plans également. Je sais pas trop comment expliquer la chose, sur le global j'ai trouvé le film
films mieux exécutés que ceux de Trevorrow et de Bayona. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que Gareth Edwards est un meilleur réalisateur que ces deux-là? Je sais pas. Enfin si, concernant Trevorrow, si, là je le dis. Mais attardons-nous un peu sur Edwards. Sa première réalisation en 2010, Monsters, est un film à petit budget intéressant et que j'avais beaucoup apprécié. Un road trip en Amérique centrale, dans un environnement envahi par des créatures extraterrestres gigantesques, prétexte à la contemplation, mais aussi à l'introspection. Puis il fut directement balancé dans le grand bain avec Godzilla en 2014, puis le fameux Star Wars Rogue One en 2016, et enfin The Creator en 2023, film qui m'avait déçu, mais qui avait au moins pour lui de proposer une histoire originale, même si elle s'inspirait largement d'œuvres cyberpunk précédentes. Il y a une vidéo dessus si vous voulez en savoir plus. Monsters fut un succès surprise au box-office et avait bénéficié d'un plutôt bon accueil tant public que critique. Il avait surtout un peu catalogué Gareth Edwards comme un réalisateur qui savait 1. Filmer les monstres, mais 2. Notamment ceux qui sont gigantesques. Donc le concept de gigantisme, c'est quelque chose qu'on entendait souvent à son propos à l'époque. C'est une des raisons qui lui ont valu d'être choisi pour Godzilla, évidemment. Mais on retrouve cette notion dans Rogue One, avec les plans sur l'étoile noire et ses jeux de perspective. Et dans une moindre mesure aussi dans The Creator, avec la présence oppressante de la station nomade dans les cieux. Tout ça avec la caution autoriste, vous savez comment ça marche. On va chercher des petits réalisateurs indépendants, comme ça on est assuré d'avoir des films qui ont du sens, qui sont proches des personnages, qui sait les explorer. Et cette volonté, c'est clairement quelque chose que j'ai ressenti dans Jurassic World Renaissance, où le récit est effectivement très centré sur les relations entre ceux-ci. En tout cas, avec tous ces éléments, il était donc le réalisateur tout indiqué pour faire un nouveau film Jurassic. Sauf que... c'est là qu'on va commencer à parler de ce qui ne va pas dans ce film. Comme je l'ai dit en intro, à titre personnel, je ne sais plus trop quoi penser de ce réalisateur. Oui, il fait des films plutôt beaux et bien réalisés, pas de problème, c'est souvent des films qui sont une belle promesse, tant au niveau esthétique qu'au niveau de l'univers. Là-dessus, il assure. Malheureusement, il promet aussi de belles choses en termes de thématiques, souvent. Mais ça suit pas. Pas du tout. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec The Creator. Le film déboîtait visuellement. Il donnait vraiment envie de découvrir cette histoire. Une histoire qui promettait une réflexion sur les différents thèmes que proposait le cyberpunk depuis plus de 40 ans déjà. Tout ça pour, au final, avoir une analyse aux abonnés absents, notamment sur la question des robots, qui ne sont là que pour faire joli, ou à minima, n'apportant rien de nouveau sur les sujets qu'il aborde. C'est le cas de la thématique de l'impérialisme, qui est le véritable propos du film, mais qui n'est traité qu'en surface. Du coup, avec ces deux derniers films, je commence à me dire qu'Edwards, c'est un mec qui fait des beaux films, mais des films creux. Et avec Jurassic World Renaissance, c'est bis repetita. Il manque d'envergure. Un mal que je ressens dans beaucoup de films de votre époque. Déjà, au niveau de l'histoire. Je le disais, le film s'intéresse davantage à ses personnages et à leurs relations. L'amitié Zora-Duncan, ou le fait que ce dernier ait perdu son enfant, ce qui crée une connexion particulière avec le père de famille, ainsi que sa plus jeune fille. Attention, je ne suis pas en train de critiquer ça en tant que tel, c'est très bien que le film passe du temps à explorer ses protagonistes, c'est même la base. Sauf que, ça va pas bien loin, quoi. C'est extrêmement classique, des bons sentiments d'un côté, du sacrifice de l'autre, franchement... Et puis, vu la piètre qualité d'écriture, les personnages sont tellement stéréotypés que ça en devient désagréable. Bon, déjà, dès le début, tu sais qui va mourir. Y a aucune surprise à ce niveau-là. Et c'est un souci parce que si justement, ils avaient utilisé ces stéréotypes pour nous surprendre, en faisant mourir des gens auxquels on ne s'attendait pas. Genre, je sais pas, au hasard, la gamine. La gamine. Bon bah là, il y aurait eu un peu de courage. Un petit truc qui sort du lot. Mais non, aucune prise de risque. Rien. Allez, il y a le personnage de Bobby Atwater, là, le mercenaire un peu concon qui meurt très vite. C'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Ça me rappelle un peu la démarche qu'avait eue Anaconda avec Jennifer Lopez en 1997, qui, au départ, nous présentait Eric Stoltz comme le potentiel personnage principal pour finalement le sortir de l'histoire dès le début. Sauf que dans Anaconda, il y avait la démarche d'installer un petit truc, justement. Là, le mercenaire, il a eu quoi 3 dialogues rapides. On s'en fout complètement. Du coup, je trouve que l'effet, il marche pas tellement quand il meurt. Et ça donne l'impression d'un trop plein de personnages, ce qui en plus participe au manque de développement de ceux qui le mériteraient. Je vous jure, la sœur aînée, là, avec son mec... ils ne servent à rien, à part à être énervant. Bon ça, le film réussit très bien son effet, bravo. Mais scénaristiquement parlant, ils sont inutiles. Toutes les actions qu'ils entreprennent auraient pu être faites par le père, par exemple, tout simplement, sans que cela change quoi que ce soit. Ils ne sont là que pour cette petite histoire autour de la relation entre le père et son futur gendre qui l'énerve. C'est tout. Alors que ça n'a aucun lien avec le reste du film. Et c'est surtout prétexte pour mettre des scènes humoristiques qui... Bon, l'humour c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est difficile d'être catégorique, mais j'avoue que j'ai trouvé que l'humour du film était assez lourd.
Bref, on a perdu du temps pour rien avec ces cons, non seulement pour davantage développer les autres protagonistes, je l'ai dit, mais surtout, et on en revient au problème des films d'Edwards, pour développer quoi que ce soit d'autre. Dans les anciens Jurassic World, il y avait à chaque fois un propos. La marchandisation du vivant, la critique de la société spectacle, du capitalisme débridé, du bellicisme même. Est-ce que ces propos étaient bien développés? À mon sens, non. Mais au moins, ils étaient là. Dans Naissance, on s'attendait à ce que le film il explore la question d'une manipulation génétique encore plus délétère qu'elle ne l'était dans les précédents films. Pourquoi? Ah bah oui, j'ai oublié de le préciser. Parce que, sur la putain d'île où ils vont, il y avait un bordel de centres de recherche pour faire des hybrides dinos monstrueux chelous! C'était ce que nous offraient les bandes annonces. Des créatures chimériques atroces, qui allaient installer une ambiance plus sombre et angoissante qu'avant, qui allaient davantage respecter le matériau de base qu'était le livre de Crichton, qui est beaucoup plus horrifique. Avec en tête d'affiche, le fameux T-Rex, le monstre, la créature antagoniste principale du film. Et ils en font quoi de tout ça? Absolument rien. Il n'y a aucune exploration particulière de ce sujet, et cet axe narratif qui est introduit par l'existence même de cette base ne sert à rien, puisque c'est même pas comme s'ils avaient besoin de l'ADN de ces dinosaures-là, spécifiquement. Non, ils vont même prendre de l'ADN de dinosaures normaux. Et le T-Rex, vous savez quoi? Vous allez le voir à peine 10 minutes. C'est honteux. Alors, on aura bien quelques scènes avec des hybrides genre Vélociraptor avec des ailes, mais c'est tout. Pourquoi faire tout ça si c'est pas pour le développer? Pourquoi créer une créature comme le T-Rex si c'est pas pour l'utiliser? En plus, il y a du potentiel. Le design de la créature, on l'aime ou on l'aime pas, mais ça se voit qu'ils l'ont un peu étudié. Le machin, il est gigantesque, il a 4 pattes, il a une paire de bras en plus. On constate clairement qu'il y a une recherche pour lui donner des attributs qui rendront le machin encore plus dangereux que ce qu'on a connu auparavant. C'est pas exploité. Y a que moi ou c'est fou? Et encore, s'il s'était retrouvé sur cette île par hasard. Mais c'est pas le cas. Le mec là, Martin Krebs, qui bosse pour la boîte pharmaceutique, il était au courant qu'il y avait eu des expériences bizarres sur cette île. Mais ça n'a aucune incidence sur son choix d'aller sur cette île en particulier. C'est juste une info comme ça, qu'en plus il donne aux autres personnages, une fois qu'ils sont échoués sur la plage, même pas dans un dialogue qu'on va entendre. Non, c'est Scarlett Johansson qui informe un autre personnage que Krebs vient de le lui dire. Mais what? On résume, on a un labo secret dans lequel il y a eu un problème. Ah, et me lancez pas sur la faille de sécurité déclenchée par le paquet de sneakers qui fait un court-circuit, hein. Je vais devenir violent. Ils se font même plus chier à trouver un truc un petit peu recherché, quoi. Ce qui a fait que le T-Rex s'est échappé. Tout ça dans une histoire où, au final, on verra à peine le T-Rex en question et où on n'avait pas besoin de lui, ni des autres hybrides, pour l'enjeu principal du film qui est de récupérer de l'ADN d'autres dinos. Et cette histoire de guérir les maladies cardiovasculaires ne sert qu'à la rédemption du personnage de Scarlett pour qu'à la fin, elle accepte de mettre les données en open source pour que tout le monde en profite. Sans que l'évolution de son personnage ni les épreuves qu'elle a vécues sur l'île ne justifient réellement ce revirement, puisqu'elle n'a eu de cesse de nous dire qu'elle avait besoin de l'argent qu'on lui avait promis. Bravo, c'est du grand art. Au lieu d'approfondir ces thématiques, le film passera plus de temps à nous montrer des scènes de vannes autour de notre gentille petite famille, là. Ah non, mais c'est un concept. Des dialogues longuets ou purement d'exposition, des pistes pas explorées. Tenez, comme quand il y a la scène là où le pharmaguy il tombe sur un hélicoptère de l'armée qui s'est écrasé. Là, je me suis dit, que s'est-il réellement passé sur cette île suite à la faille de sécurité? Vu qu'on me l'a pas montré au début du film, j'étais dans l'attente. Le mystère commençait à s'épaissir. En fait, non. C'est juste pour que le personnage récupère un flingue. J'ai l'impression que l'écriture du film a été bâclée. Vraiment. Le scénariste, c'est quand même David Koepp, le mec qui avait écrit les 2 premiers Jurassic Park. C'est pas rien. Bon, il avait aussi écrit Indiana Jones 4, La momie avec Tom Cruise ou Men in Black 3. Mais vous voyez ce que je veux dire. À aucun moment, le récit ne prend de l'ampleur. Comme je vous le disais, ça manque d'envergure. Mais même dans la production... Dans Jurassic Park 1 et 2, et même dans les 3 Jurassic World précédents, il y avait des lieux ouverts, des décors variés, des figurants, une impression de vie, bref, un peu de grandeur. Dans Renaissance, à part la trop rapide scène du laboratoire du début où il y a un peu de figure, et 1 ou 2 scènes après, là, dans la rue et au port, on n'aura que notre petite dizaine de personnages dans la jungle. Ça veut dire pas grand monde, avec des dinos qui, eux, sont tous en images de synthèse. Y a pas un animatronique à l'horizon. À ce propos, globalement, les CGI sont vraiment pas ouf. Ça va du correct à mauvais. Y a des incrustations des fois qui sont catastrophiques. Mais ce qui me dérange le plus, c'est surtout dans la DA globale. Les talos, le choix des couleurs, mais c'est pas exclusif à ce film. C'est un sentiment
sentiment que j'ai pour beaucoup d'œuvres cinématographiques de votre époque. Bref, un projet donc qui me donne l'impression d'avoir cherché à prendre le moins de risques possible au tournage. J'ai été très étonné de constater que c'était le plus cher de tous les Jurassic World. De pas beaucoup, et puis il y a l'inflation à prendre en compte, hein, mais quand même, je vois pas trop où est parti l'argent. Le film, il donne une impression de compression de ses aspirations artistiques. Il y a 10 pélos qui se baladent dans la forêt, en studio ou en décor réel, point. On est bien loin des ambitions des films précédents. Maintenant que j'y pense, Renaissance est beaucoup plus proche de Jurassic Park 3 que d'autres choses, avec cette petite bande qui part en forêt pour retrouver un gosse. En plus, le film durait seulement 1h32, le symbole d'un essoufflement programmé. Et si ça s'essoufflait déjà pour le troisième film, ça en dit long sur l'intérêt des suivants. Mais bon. C'est bien pour ça que dans le premier World, ils avaient relancé l'idée du parc. Dans le deuxième, ils détruisaient définitivement l'île du premier film pour tirer un trait sur le passé et essayer de proposer autre chose davantage orienté horreur. Et pour le troisième, ils ont fait un film d'espionnage avec tous les codes des Missions Impossibles. Bah là, ils avaient plus d'idées. Du coup, ils nous ont fait une Indiana Jones. Tout simplement. On a même une scène dans un ancien temple précolombien. Pour quelle raison? Mais aucune! Juste parce que why the fuck not, mon gars? Non mais on n'est plus à ça près, hein. Ça commence à se voir, Gareth. Tu mets des trucs dans tes films juste parce que tu trouves ça cool. Pas parce que ça devrait avoir un sens quelconque. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de choses à redire sur ce film. Pourtant, je le répète, j'ai pas passé un moment aussi désagréable qu'avec les 3 précédents. Je pense que j'en attendais tellement plus rien, que cette petite histoire d'explorateur sur une île peuplée de dinos, en plus avec pas trop d'easter eggs, y en a, hein. Mais j'ai trouvé que dans le domaine, il y a bien pire. Bah, ça m'a plus parlé que les films d'avant, notamment le troisième, qui était absolument honteux. Comme si paradoxalement le fait que l'histoire soit plus simple et resserrée qu'auparavant, ça a fait que j'ai jugé moins durement ce film. Au moins, ça me paraît un peu plus juste et cohérent. Mais Renaissance aurait vraiment gagné en qualité en allant au bout de ses idées, notamment sur le potentiel horrifique de ces dinos hybrides, et en ayant le courage de proposer quelque chose de plus brutal et impertinent. Et s'il y avait eu moins de personnages, mieux explorés, ça aurait peut-être même fait un bon film. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. Pour les donateurs du Kiss Kiss Bang Bang qui doivent recevoir des contreparties physiques, je vous le répète, n'oubliez pas de répondre aux mails que l'on vous a envoyés afin de mettre à jour vos coordonnées postales. Fin août, tout sera envoyé et on veut vraiment que tout se passe pour le mieux dans la réception de vos colis. Hein. Et pour celles et ceux qui ont déjà reçu le bébé Xarlax et leur maquette du Nexus 6, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux en nous taguant, on sera ravis de reposter. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la cloche, c'est très important pour le référencement des vidéos aujourd'hui. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'attendez plus. Et bienvenue dans l'équipage. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que notre vaisseau doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.